Le syllogisme et ses figures chez Aristote. Rappelons tout d'abord la définition aristotélicienne du syllogisme. Le syllogisme est un discours dans lequel, certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en découle nécessairement par le seul fait de ces données. Cette définition, en fait, est très large et ne correspond pas seulement à ce qu'Aristote a théorisé comme étant le syllogisme. Elle correspond, de fait, à toute forme d'inférence, toute forme de déduction par laquelle, une fois que nous avons admis un certain nombre de propositions que nous estimons être vraies, nous en déduisons de façon nécessaire un certain nombre de vérités. Nous avons déjà observé un exemple de syllogisme. Exemple suivant que j'avais donné, tous les chats sont des hirondelles, Mickey Mouse est un chat, donc Mickey Mouse est une hirondelle. Pourquoi avoir choisi ce type de syllogisme au lieu de prendre le syllogisme canonique, qui de fait n'est pas d'Aristote lui-même, mais que l'on a abondamment cité pour expliquer l'aristotélisme, donc que vous connaissez certainement, c'est-à-dire tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, eh bien, pour montrer qu'un syllogisme peut être tout à fait valide, concluant, alors que toutes ces propositions sont fausses. De fait, si je dis tous les chats sont des hirondelles, je suis en train de dire n'importe quoi. Si je dis Mickey Mouse est un chat, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais si je dis tous les chats sont des hirondelles, Mickey Mouse est un chat, et donc Mickey Mouse est une hirondelle, certes, ce que je suis en train de dire est faux, mais c'est moins n'importe quoi que si je disais ces propositions simplement les unes indépendamment des autres. Et ceci pourquoi ? Parce que la dernière proposition, la conclusion, est nécessairement tirée, dérive nécessairement des propositions précédentes. Comment cette dérivation est-elle possible? À quelles conditions? C'est ce qu'Aristote a tenté d'explorer et qu'il a fait avec une certaine réussite dans sa théorie du syllogisme. Mais avant de l'aborder, rappelons les différences entre les propositions. Les propositions peuvent se distinguer tout d'abord au niveau de la quantité. Une proposition universelle est une proposition dont le prédicat est affirmé de la totalité du sujet. Par exemple, tous les hommes sont mortels est de toute évidence une proposition universelle puisque l'on affirme de la totalité des hommes le prédicat être mortel. Mais la proposition Socrate est un homme est aussi, malgré les apparences au niveau logique, une proposition universelle, car le prédicat homme est affirmé de la totalité de Socrate. Et donc nous sommes dans le cas d'une proposition dont le sujet est singulier, mais qui, au niveau logique, est une proposition universelle. La proposition particulière est une proposition dans laquelle le prédicat est affirmé d'une partie du sujet. Par exemple, si je dis « quelques hommes sont sages », là, bien évidemment, je n'attribue la sagesse qu'à une partie du sujet, l'humanité. Donc, voilà pour la quantité. Ensuite, les propositions peuvent se distinguer selon la qualité. Celles-ci peuvent être affirmatives ou alors négatives. À partir de là, on peut classer toutes les propositions en 4 grandes classes. Les propositions universelles affirmatives, toutes SCP, les propositions universelles négatives, aucun S n'est P, les propositions particulières négatives, quelque S n'est pas P, et les propositions particulières affirmatives,
Quelle qu'est-ce épée? La tradition médiévale a donné un nom à chacune de ces propositions sous la forme d'une lettre qui ensuite permettra la mémorisation facile des syllogismes concluants, des syllogismes valides. Donc A pour universelle affirmative, E pour universelle négative, I pour particulière affirmative et O pour particulière négative. Suivant leur quantité et leur qualité, les propositions ont des rapports particuliers d'opposition logique dont je vous propose ici une version simplifiée de ce que ensuite on a appelé le carré logique, mais qui ici est présenté de façon incomplète. Attention, ces rapports ne valent que pour les propositions universelles et particulières dont le sujet n'est pas un sujet singulier. Nous allons voir pourquoi. Donc, lorsque nous avons une proposition en A, c'est-à-dire une proposition qui est une universelle affirmative, donc ici nous avons l'exemple « tous les chats sont gris », eh bien sa contradictoire va être la particulière négative « certains chats ne sont pas gris ». Effectivement, nous voyons tout à fait que ces deux propositions non seulement ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles ne peuvent pas non plus être fausses en même temps. Si l'une est vraie, l'autre est fausse, et réciproquement. De même, à la proposition universelle négative « aucun chat n'est gris », nous pouvons opposer comme sa contradictoire la proposition particulière affirmative « certains chats sont gris ». Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps en vertu du principe de non-contradiction, mais elles ne peuvent pas non plus être fausses en même temps. Ensuite, lorsque nous comparons la première proposition, l'universelle affirmative « tous les chats sont gris » et l'universelle négative, alors nous nous rendons compte que ces deux propositions sont contraires. En effet, elles ne peuvent pas être vraies en même temps. Il ne peut pas être vrai en même temps que tous les chats soient gris ou que aucun chat ne soit gris, mais elles peuvent tout à fait être fausses en même temps. Il suffit que seulement certains chats soient gris. Et donc, nous voyons que lorsque nous prenons en compte non pas simplement la qualité, mais aussi la quantité, il faut prendre soin de voir quelles sont les propositions qui sont contradictoires entre elles. Par contre, lorsqu'il s'agit de propositions dont le sujet est singulier, comme nous avions vu, donc Socrate est mortel, là nous ne suivons pas exactement les mêmes règles, puisque nous avons vu que la contradictoire de Socrate est mortel, eh bien ça ne peut être que la négation de cette universelle, mais qui est elle-même une négation universelle, c'est-à-dire Socrate est mortel, a comme contradictoire Socrate n'est pas mortel. Quelle conclusion en tirer à propos des syllogismes? Aristote a découvert que pour pouvoir classer les syllogismes en différentes espèces, il faut particulièrement prêter attention à ce qu'il appelle la place du moyen terme. Qu'est-ce que le moyen terme? Eh bien, le moyen terme est le terme qui intervient dans les deux prémices, mais qui ensuite disparaît dans la conclusion. Et c'est bien le moyen terme qui va permettre d'amener la conclusion. Exemple, donc,
tous les chats sont des hirondelles, Mickey Mouse est un chat, nous voyons que chat intervient dans la première prémisse, ensuite il intervient également dans la deuxième prémisse, mais là à la place du prédicat, mais il va disparaître de la conclusion. Pourquoi? Parce que c'est justement son apparition dans chacune des prémisses qui va permettre d'établir le lien rationnel qui va amener la conclusion. Bon, je vais prendre néanmoins l'exemple canonique. Tous les hommes sont mortels, donc le moyen terme ici est homme, qui d'abord est en situation de sujet. Socrate est mortel, le moyen terme, donc non, Socrate est un homme, excusez-moi. Donc le moyen terme, eh bien, ici est en situation de prédicat, et ce qui me permet de conclure, au cas où je ne le saurais pas, évidemment, donc ce qui me permet de conclure donc que Socrate est mortel, eh bien c'est bien la présence du terme homme à la fois dans la première et dans la deuxième prémisse. Cela entraîne un certain nombre de terminologies un peu techniques dans le classement des syllogismes. On appelle le terme mineur le premier terme de la conclusion. Dans mon syllogisme, ici il s'agit de Mickey Mouse. Mickey Mouse est une hirondelle. Donc c'est le premier terme, c'est-à-dire celui qui est à la place du sujet dans la conclusion. Et on appelle la prémisse au sein de laquelle ce premier terme apparaît, la prémisse mineure. Donc ce premier terme, c'est le terme mineur, et la prémisse, ici la deuxième dans laquelle il apparaît, c'est la prémisse mineure. Le terme majeur, lui, au contraire, c'est le deuxième terme qui apparaît dans la conclusion, donc qui apparaît en situation de prédicat, et la prémisse dans laquelle ce deuxième terme apparaît s'appelle elle-même la prémisse majeure. Donc ici, donc tous les chats sont des hirondelles. Bon, classiquement, on présente d'abord la prémisse majeure, la mineure, la conclusion, mais de fait, peu importe l'ordre, puisque ce qui compte est le lien rationnel et le lien d'inférence, et non pas évidemment l'ordre de disposition, et c'est bien l'analyse de la place des termes qui permet de le comprendre. Une fois que l'on a compris à la fois quel est le rôle du terme et comment le repérer dans les prémisses, on va pouvoir classer les différents syllogismes. Ces syllogismes vont former des figures. Alors, ces figures dépendent de la place du moyen terme dans les différentes prémisses. Si, comme dans l'exemple canonique, Socrate, voilà, qui arrive à conclusion, Socrate est mortel, si, ou alors comme dans l'autre syllogisme un peu fantaisiste que nous avons vu, donc si nous sommes dans ces cas-là, nous avons vu que le moyen terme apparaît en première place, en place de sujet dans la première prémisse, et au contraire, en place de prédicat dans la deuxième, mais on pourrait inverser l'ordre des prémisses, ça a un peu d'importance. Et donc, cela détermine la première figure de syllogisme. Ce sont ces syllogismes où le moyen terme est alternativement à la place de sujet et de prédicat dans les différentes prémisses. La deuxième figure, eh bien, est la figure où le moyen terme étant toujours en place de prédicat dans les prémisses. Un moyen terme qui, je le rappelle, disparaît dans la conclusion.
Et enfin, la troisième figure, eh bien, c'est la figure où le moyen terme est en place de sujet dans chacune des deux prémices. Plus tard, après Aristote, certains logiciens ont distingué une quatrième figure, c'est-à-dire que ils ont en quelque sorte considéré que la place des différentes prémices avait une importance particulière et donc qu'il fallait envisager une quatrième figure qui serait l'exacte symétrique de la première figure, c'est-à-dire où dans la première prémisse, le moyen terme apparaît en situation de prédicat et apparaît en situation de sujet dans la deuxième prémisse, mais ce n'était pas le cas d'Aristote qui considérait que l'ordre des prémices avait peu d'importance et donc, et bien évidemment, nous n'étudierons pas cette figure. Pour l'instant, tout cela est un petit peu abstrait, donc nous allons voir quelques exemples qui nous donneront une idée des différents types de syllogismes possibles. Si je prends donc un syllogisme de la première figure, eh bien là c'est tout simplement les syllogismes que nous avons vus. Donc c'est un syllogisme où par exemple la majeure est une universelle affirmative, de même pour la mineure et de même pour la conclusion. Hein, tout M est P, tout S est M, tout S est P. Hein, l'exemple, tous les chats sont des hirondelles. Mickey Mouse est un chat, donc évidemment nous n'avons pas de quantificateur parce qu'il s'agit d'une singulière, et Mickey Mouse est une hirondelle, mais elles sont, comme nous l'avons vu, Mickey Mouse est un chat ou Mickey Mouse est une hirondelle, sont au niveau logique des propositions universelles. Bien, venons-en maintenant à la deuxième figure. Ici je vous donne donc un exemple de syllogisme qui est valide et qui appartient à la deuxième figure. Donc le syllogisme dont la majeure est tout P et M, une universelle donc affirmative. Ensuite la mineure, aucun S n'est M, une universelle négative, et qui amène comme conclusion aucun S n'est P. Donc là on voit que le moyen terme se situe à chaque fois en position de prédicat dans les deux prémices. Exemple, tous les chats ronronnent, aucun homme ne ronronne, et bien je suis nécessairement amené à en conclure que aucun homme n'est un chat. Donc ici nous voyons une figure, mais une figure qui est logiquement valide. Nous pouvons comprendre de façon intuitive que nous avons le droit de raisonner ainsi. Cependant, il y a beaucoup d'autres combinaisons possibles dans le cadre de la deuxième figure, puisqu'il y a 4 types de propositions possibles en A, E, I, O. Ici, la majeure est en A, la mineure, donc une universelle négative en I, et la conclusion en E, excusez-moi, la mineure en E, et la conclusion elle-même, donc une universelle négative, en E. Mais que se passerait-il si, par exemple, nous étions dans le cas de la deuxième figure, mais que nous ayons partout des propositions universelles affirmatives, c'est-à-dire des propositions partout de type A. Exemple, supposons l'enchaînement de propositions suivant. Tous les chats ont des pattes, universelle affirmative. Tous les moutons ont des pattes, universelle affirmative. Avons-nous le droit de conclure tous les chats sont des moutons? Bien sûr que non. Bien sûr que nous ne pouvons pas enchaîner de façon valide dans le cadre de la deuxième figure
des propositions universelles affirmatives. Et donc ici, nous ne sommes pas face à un vrai syllogisme, qui, je le rappelle, dans la définition, impliquait que nous puissions nécessairement déduire la conclusion des prémices. Ici, nous ne sommes pas face à un vrai syllogisme, nous sommes face à un syllogisme apparent, c'est-à-dire une faute de raisonnement, et donc un sophisme. Alors, pourquoi un sophisme? C'est parce que c'est une faute de raisonnement à laquelle nous pouvons facilement nous laisser prendre si nous ne faisons pas attention. En l'occurrence, dans la théorie aristotélicienne, il s'agit d'un sophisme du conséquent, parce que l'on pense que la relation de conséquence est réciproque. Si l'on commet l'erreur de dire que si tous les chats ont des pattes et si tous les moutons ont des pattes, alors tous les chats sont des moutons, c'est parce qu'on estime que si tous les chats ont des pattes, alors ça signifie donc que tous les animaux qui ont des pattes sont des chats, et donc si tous les moutons aussi ont des pattes, alors tous les chats sont des moutons, alors que bien évidemment tous les chats aient des pattes n'implique pas que tous les animaux qui ont des pattes soient des chats. Voilà donc pour la deuxième figure. Passons maintenant à la troisième. Donc, le moyen terme est en situation de sujet dans les deux prémices. Donc, la majeure est un autre exemple donc de syllogisme concluant, mais dans le cadre de la troisième figure. Tout M est P, tout M est S, donc quelque S est P. Exemple, tous les chats ronronnent, tous les chats sont des animaux, donc on voit bien que le moyen terme, donc c'est chat, et donc, conclusion, quelques animaux ronronnent. Bien évidemment, du fait que tous les chats ronronnent et que tous les chats des animaux, nous ne pouvons pas conclure que tous les animaux ronronnent. Si nous faisions cela, nous serions là aussi dans le cadre d'un sophisme, du fait que tous les chats ronronnent et que tous les chats sont des animaux, nous ne pouvons simplement conclure que quelques animaux ronronnent, et dans ces quelques animaux qui ronronnent, nous avons les chats, mais nous ne pouvons pas évidemment savoir si tous les animaux ronronnent. De fait, ici, nous sommes dans le cadre d'un sophisme qui est là aussi un sophisme du conséquent, où nous pensons que la relation de conséquence est réciproque, et une erreur de raisonnement que nous pouvons finalement assez facilement commettre ou dont nous pouvons être assez facilement victimes si l'on cherche à nous faire admettre des raisonnements qui en fait n'en sont pas. Et nous pouvons considérer cela comme un sophisme du conséquent, parce que du fait que dans la mineure tous les chats sont des animaux, nous pouvons sans nous apercevoir être amenés à penser que tous les animaux sont des chats, et que non, comme tous les chats ronronnent, alors tous les animaux ronronnent, alors que bien évidemment, du fait que tous les chats sont des animaux, nous ne pouvons pas en conclure que tous les animaux sont des chats. Nous avons donc examiné la définition du sophisme et la définition des différentes figures. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment trier entre tous les syllogismes possibles ceux qui pourront être logiquement valides et donc qui seront admis dans le cadre de la rationalité.